Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée à l'Algérie et pour laquelle nous recevrons Akram Belkaïd. Mais avant de recevoir Akram Belkaïd et d'examiner avec lui la situation et l'avenir de l'Algérie, je voudrais vous rappeler que cette série d'émissions thématiques est financièrement soutenue par le groupe d'assurance MMA, qui nous soutient à la fois en contribuant financièrement au coût de la production de ces émissions et aussi en nous faisant connaître auprès de ses salariés, mais aussi auprès de ses clients. C'est d'ailleurs, non seulement nous remercions cette aide, mais nous remercions aussi tous ceux qui individuellement nous soutiennent financièrement et, selon une tradition désormais bien établie, nous allons en remercier nommément quelques-uns. En ce qui me concerne, je remercie Xavier Binti, Sébastien Toupet, Marie Félissage et Jean-Michel Morand. Marc-Olivier Padis. Je remercie Natacha Bernard, Pierrick San, Vincent Cadoret et Altarion, qui est sans doute un astre qui veille sur nous. Akram Belkaïd, pardon de mon enrouement. Alors, sont aussi remerciés Marie-Vonne Nozière, Xavier Monchot, Jean-Damien Nappé, Olivier de Doncker et Guy Parmentier. Lucille Schmid. Moi, je remercie Frédéric Père, Pierre Billiot, Franck Vialet et Grégoire Schneider. Nicolas Bavrez. Au nom du Nouvel Esprit Public, je remercie Antoine Bertrandi, Annie Bouchard, Jean-Christophe Roux et Olivier Gac. Merci à eux et merci à ceux que nous aurons l'occasion de citer et à ceux qui les rejoignent sur notre site www.lenouvelespritpublic.fr. Venons-en maintenant à l'Algérie et merci à vous, Akram Belkaïd, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous êtes chroniqueur, vous êtes spécialiste du monde arabe, des questions énergétiques et des questions d'économie internationale. Vous collaborez régulièrement avec le site Orient 21, avec Le Monde diplomatique et avec le quotidien d'Oran, comme avec Afrique Magazine et Afrique Méditerranée Business. Vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Retour en Algérie, paru en 2013 aux éditions Carnet Nord, livre qui, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance algérienne, nous livre de nombreux témoignages d'appelés, de pieds noirs ou de rapatriés qui racontent les souvenirs de leur Algérie, et livre aussi dans lequel vous portez un regard critique sur les évolutions de la société algérienne depuis l'indépendance de 1962. C'est à Alger qu'Emmanuel Macron avait réservé son premier déplacement de chef de l'État. Il y avait rencontré son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Le président algérien, qui a fêté ses 81 ans en avril dernier, ne s'adresse plus directement à ses compatriotes depuis 2013, après de graves problèmes de santé. Il n'en a pas moins été réélu en 2014, après une campagne électorale pendant laquelle il n'était jamais apparu en public. Selon la formule de l'ancien chef du gouvernement, Sid Ahmed Ghourzali, la machinerie du système s'était occupée en sous-main des élections, marquées par les irrégularités et le népotisme. L'éventualité d'une candidature d'Abdelaziz Bouteflika en 2019 conduit la jeunesse à dénoncer le non-renouvellement de la classe politique et l'inefficacité de l'administration au pouvoir. Or, les moins de 27 ans représentent 50% de la population algérienne et sont confrontés à un fort taux de chômage, à une pauvreté presque endémique et à un manque de perspectives d'avenir. Le 26 mai dernier, 14 personnalités algériennes ont d'ailleurs publié une lettre ouverte appelant Abdelaziz Bouteflika à faire preuve, je cite, de sagesse et de bon sens en renonçant à un nouveau mandat. Cet appel au renouvellement survient alors que le pays doit faire face à de nombreuses difficultés, notamment économiques. Le dinar a connu récemment une baisse historique face au dollar et la nouvelle loi de financement adoptée en 2018 pour lutter contre la corruption reste fortement contestée. Soumis aux caprices des prix du baril, le pays peine à estimer ses recettes, ses ressources en pétrole et donc à réguler ses dépenses. Pour faire face, Alger s'est tourné un moment vers le protectionnisme en bloquant l'importation de 900 produits afin de rétablir sa balance commerciale, décision qui a détérioré ses relations avec l'Union européenne. Quant aux relations avec Paris, les relations entre Paris et Alger, elles sont toujours marquées par l'époque coloniale et par l'antagonisme des mémoires de cette période et des années de lutte armée, comme par
le nombre de victimes de ce que les uns appelaient la guerre d'indépendance et les autres les événements. Toutefois, la collaboration économique, politique et diplomatique entre les deux pays est forte. La France reste l'un des plus importants partenaires économiques de l'Algérie et les deux pays sont unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahara et au Sahel. Akram Belkaïd, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous avez le sentiment que quelque chose bouge et bouge dans le bon sens? Vaste question. Oui. Effectivement, le tableau est sombre, il est inquiétant. L'Algérie est un carrefour, en tout cas un carrefour stratégique qui ressemble un peu à ce qui s'est passé à la fin des années 80, où on sentait venir une crise de grande importance. C'est un peu la même chose aujourd'hui, même si les comparaisons ne sont pas toujours pertinentes. Mais il y a tout de même, dans la société algérienne, et notamment en sein de la jeunesse, des initiatives. On voit que grâce à l'ouverture sur le reste du monde, grâce à l'impact des réseaux sociaux, grâce aussi aux relations avec la diaspora, aux flux de connaissances et aux flux culturels, il y a des initiatives. Beaucoup de gens essayent de s'organiser, essayent de pallier aux insuffisances à la fois de l'État, à l'absence de vie politique dans ce pays. On l'a vu par exemple à travers des mobilisations citoyennes. Je pense notamment à la mobilisation citoyenne au sud du pays contre l'exploitation des gaz de schiste, où on a vu apparaître un mouvement de mobilisation mature qui a surpris y compris les dirigeants algériens. On le voit aussi dans la vitalité du secteur culturel, du secteur artistique, qui tranche d'ailleurs avec ce qu'on avait connu dans les années 90, une espèce d'atonie générale, de repli sur soi. Donc voilà, on sent que c'est une société qui, derrière une image figée, bouillonne. Il y a des énergies, il y a des initiatives, c'est pas facile, y compris pour ceux qui essayent de se lancer dans les affaires ou de créer leur propre entreprise ou d'essayer de contourner les obstacles divers et nombreux qui existent en Algérie dans tous les domaines. Donc ça, c'est un point positif. Il y a du potentiel. C'est un pays qui a encore du potentiel. Mais est-ce que ce potentiel, vous avez parlé de ce qui bouillonne, mais comment est-ce que ce bouillonnement peut trouver un canal d'expression qui ne soit pas celui de la violence ou celui du désespoir politique? Je disais tout à l'heure quelle est la proportion de jeunes dans la population algérienne et en même temps quel est le niveau de blocage, quand on en est à discuter de l'éventualité que Abdelaziz Bouteflika se représente en 2019, alors que déjà il n'aurait jamais dû se représenter, même pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons constitutionnelles. On se demande comment ce bouillonnement peut se traduire par autre chose que du cycle explosion-répression. Est-ce qu'on voit quelque chose C'est pour ça que je vous ai cité l'exemple des années 80, où on était à l'époque déjà, alors c'était une autre époque, l'URSS existait encore, on avait les deux blocs, mais c'était une époque où on sentait que le système était figé et devait se réformer. Sans cela, il allait vers l'explosion. Et l'explosion est arrivée en deux étapes. D'abord en 1988 et ensuite avec la guerre civile des années 90. Aujourd'hui, il est clair qu'aux problèmes structurels de l'Algérie, les problèmes profonds de ce pays depuis l'indépendance, s'ajoute une vraie crise politique de succession. On sent bien que, comme vous l'avez dit, le président est un homme absent. On ne le voit plus, on ne sait plus ce qu'il fait, on sait très bien, et tout le monde le sait, qu'il n'est pas apte à gouverner, mais l'idée d'un 5e mandat vient parce qu'elle est la solution, entre guillemets, pour les divers clans du système pour prolonger le statu quo. C'est la nature même du système algérien de chercher toujours des solutions qui ne soient pas des solutions qui mènent à l'affrontement, en tout cas dans un premier temps. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de moments charnières, de carrefour stratégique, on est dans une situation où tout est possible. C'est-à-dire que pour le moment, la paix sociale est achetée. Pour le moment, une partie de la société, y compris une partie de la jeunesse, se satisfait de ce statu quo.
même si la situation lui est intolérable, elle estime que ça pourrait être pire. Et donc, le pouvoir en profite. Mais ça ne veut pas dire que ça peut durer indéfiniment. L'idée d'un 5e mandat rassure tous ceux que le changement effraie. L'idée d'un 5e mandat rassure tous ceux qui ont peur qu'on s'aventure dans une nouvelle, je dirais, dans une étape comparable à celle de l'ouverture politique des années 90, avec l'arrivée des islamistes au pouvoir, et on sait ce que ça a donné ensuite, avec le coup d'État de janvier 92. Donc, cette idée de 5e mandat, il faut la voir aussi comme étant quelque chose à laquelle une partie de la société adhère. Une autre partie est bien entendu contre, mais n'a pas la capacité de s'organiser parce qu'on vit tout de même dans un système, je dirais, policier, sécuritaire, où la moindre initiative politique est je dirais, confrontée par la violence d'État. Nicolas Bavrez. Alors, même si il y a des signaux de fait de vitalité de la société, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a 4 éléments sur l'Algérie qui sont très préoccupants et qui en font une espèce de bombe qui peut exploser à tout moment. D'abord, c'est la malédiction des matières premières. Ça, c'est la comparaison qu'on peut faire avec le Venezuela. C'est un pays riche où les gens sont pauvres. Un pays extrêmement riche, et pas seulement en hydrocarbures, mais une économie qui, évidemment, à court terme va aller mieux puisque les prix des hydrocarbures ont augmenté de 40% en un an, ce qui va permettre de financer plus facilement le système de redistribution. Mais j'allais dire... la diversification de l'économie régresse et on n'a aucun aspect de modernisation et des déséquilibres qui restent très lourds en termes d'inflation, en termes de chômage structurel, en termes de déficit commercial et des paiements courants. La deuxième malédiction qui ressemble aussi au Venezuela, c'est la malédiction d'une dictature socialiste étatique. Et ça va même au-delà puisque c'est quand même un cas de figure sans précédent où un chef d'État qui est donc en fonction depuis 1999 se représente, comme on l'a dit, non seulement en dehors des règles constitutionnelles, mais en ne pouvant ni faire campagne, ni exercer ses responsabilités. Je ne crois pas qu'il y ait un cas équivalent dans le monde. La troisième évolution, quand même, c'est l'évolution au sein du régime, la distance ou la coupure entre le FLN, le clan Bouteflika et l'armée et les services, et à l'inverse, le rapprochement avec une partie de l'islam, notamment le rapprochement spectaculaire avec la Turquie et le Qatar, en opposition donc à l'autre axe qui se dessine du côté du Moyen-Orient, Égypte, Israël, Arabie Saoudite et les Émiratis, avec lesquels les relations se sont fortement dégradées. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on a finalement deux grandes questions. On a l'impression que le régime est trop fort pour être renversé, mais trop faible pour se réformer, mais qu'au bout du bout, ça arrive quand même forcément à une situation de chaos. Et donc, la deuxième question qui émerge, c'est si finalement, le jour où la barrière du souvenir de la guerre civile terrible des années 90 saute, le jour où l'Algérie bascule dans le chaos, quelles sont les conséquences pour l'Afrique du Nord et pour l'Europe? Et ces conséquences, à mon avis, elles sont très importantes parce que l'Algérie est clairement le pays clé de l'Afrique du Nord et c'est aussi un pays clé pour l'équilibre de la Méditerranée. Akram Belkaïd. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Alors effectivement, sur la question de la diversification du modèle économique, il est vrai que depuis la fin des années 80, on a du mal à déterminer ce qu'est le modèle économique algérien. Officiellement, l'économie de marché a été adoptée, mais il y a énormément de lois qui sont très contraignantes. La diversification économique, on en parle lorsque les prix du baril sont bas, et dès que les cours remontent, on oublie la moindre velléité de réforme. L'Algérie se cherche encore, et je dis souvent que sur le plan de la doctrine économique, c'est l'un des rares pays au monde, à mon avis, qui pense pouvoir, ou qui prétend pouvoir, résister à la mondialisation. On l'a vu par exemple avec des lois, notamment sur l'investissement étranger, qui ont fait beaucoup couler d'encre en Algérie, où justement l'Algérie considère que n'importe quel investissement doit tout de même être contrôlé à 51% par un opérateur algérien. Alors,
Dans la situation actuelle, il n'y a pas simplement le souvenir de la guerre civile qui joue le rôle de frein moteur par rapport à tout changement par la violence. Il y a aussi la situation régionale. C'est-à-dire que l'exemple de la Libye, qui aujourd'hui, grâce à l'intervention, entre guillemets, des Européens, est dans une situation explosive, qui est quasiment divisée en deux, voire en trois. La situation en Syrie, où des manifestations au départ démocratiques ont abouti à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Tout cela, les Algériens en ont conscience et le pouvoir en joue. Et il rappelle régulièrement que ce qui est important, alors le maître mot, c'est la stabilité. Il y a quelques mois, c'était à la rentrée dernière, au mois de septembre dernier, pour la première fois, la télévision a diffusé des images absolument atroces, des massacres des années 90 de population, des images qu'on n'avait jamais vues à la télévision, et ça tranchait d'ailleurs avec l'espèce de chape de plomb sur laquelle qui pèse aujourd'hui sur cette période-là, parce qu'on ne parle pas de cette période-là. Et c'était une manière pour le pouvoir algérien de rappeler aux Algériens que la fitna, donc la discorde des années 90, avait conduit à quelque chose d'absolument terrible. Alors vous avez raison, un gamin qui est né en 2000, c'est-à-dire un an après l'élection de Bouteflika, aujourd'hui il a 18 ans. Il n'a pas connu la guerre civile. Il a vécu dans une période de relative abondance, puisque l'Algérie a gagné beaucoup d'argent dans les années 2000 et une partie des années 2010. Et aujourd'hui, avec les problèmes sociaux, avec la raréfaction des ressources, ce gamin de 18 ans, il est susceptible demain de contester le pouvoir par la force. C'est une vraie question parce que si demain on est dans un cycle de violence, et le risque existe bien entendu, il ne faut pas le nier, si on est devant un risque de violence et de chaos, c'est toute la région qui va être impactée. De manière paradoxale, en tout cas, ça a été un vrai thème de réflexion dans les années 90. Il est intéressant de relever que la guerre civile en Algérie a eu très peu d'impact sur la région, que ce soit la région sud-méditerranéenne ou l'Europe. Il y a eu certes des attentats en France, mais quand on regarde la violence avec par laquelle les Algériens sont passés pendant à peu près une dizaine d'années, le niveau d'affrontement, le niveau de destruction, cette implosion de la société, on se rend compte que dans le même temps, par rapport au reste de l'environnement régional, les conséquences ont été assez marginales. Il n'y a pas eu de flux de population, il n'y a pas eu de flux de réfugiés. Est-ce que ce scénario-là va se répéter si jamais l'Algérie bascule ? Je n'en suis pas sûr. L'autre point qu'il faut tout de même relever, c'est que dans les années 90, il y avait une confrontation aussi idéologique. C'est-à-dire qu'on avait tout de même on avait un projet de société porté par l'islamisme, porté par l'ex-front islamique du salut, qui convenait à une partie de la société algérienne et vis-à-vis duquel le reste de la société algérienne était en opposition. Aujourd'hui, l'idéologie a quasiment disparu en Algérie. La bataille n'est absolument pas politique. Il n'y a pas aujourd'hui de parti politique influent. Vous parliez de FLN. Le FLN, aujourd'hui, c'est une coquille vide. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au-delà de répéter les sempiternels discours sur la stabilité, sur la souveraineté nationale, on n'a pas aujourd'hui un débat politique. Le débat politique, vous le retrouvez dans les journaux. Les orientations, par exemple, de la loi de finances, les décisions de privatiser ou de ne pas privatiser, les décisions d'ouvrir le capital de telle ou telle entreprise publique, les choix faits à court ou moyen terme, tout cela ne génère absolument aucun débat, si ce n'est quelques éditoriaux. Et donc, comme le dit un ami et confrère algérois, ce sont les journalistes qui aujourd'hui font de la politique en Algérie. Les partis ne sont absolument pas actifs, même si certains d'entre eux essayent d'appeler au changement, essayent d'incarner une relève possible. Le grand drame de l'Algérie aujourd'hui, c'est que ceux qui sont dans le système, c'est-à-dire ce mélange de familles révolutionnaires, c'est-à-dire les gens qui ont
eu des liens plus ou moins directs avec le FLN pendant la guerre de libération. Les militaires, les anciens militaires, alors quand je parle des militaires, on parle des officiers supérieurs, bien entendu, et puis aussi l'acteur central et majeur que sont les services secrets, parce que ce sont eux qui, aujourd'hui encore, ont la main sur le système. On a beaucoup dit que Bouteflika avait réussi à les mettre au pas en mettant certains généraux à la retraite, d'autres pas. C'est une hypothèse qu'il convient de relativiser. Les services sont assez actifs et demeurent encore, c'est l'État profond algérien. Alors cet ensemble-là, le reproche fondamental qu'on peut leur adresser, c'est qu'ils n'ont même pas conscience du caractère explosif de la situation. Et que pour eux, la seule solution, c'est que de toutes les façons, les prix du pétrole sont cycliques et que tôt ou tard, ils remontent et que tôt ou tard, ça permet d'acheter la paix sociale et ça permet d'arriver à une espèce de consensus social où on arrive à contenter les classes moyennes ou en tout cas ce qu'il en reste. Lucile Schmitt. Oui, en écoutant Akram Belkaïd, on a le sentiment que l'objet algérien est extrêmement compliqué parce qu'il y a une sorte de dissociation entre ce qu'est une nation algérienne et les Algériens. Tu nous décrivais des Algériens, au fond, qui mettent la démocratie ailleurs que dans les élections, ailleurs que dans la politique, dans la créativité culturelle, dans le goût de l'entrepreneuriat, sans doute aussi dans la distance et dans l'ironie. Lorsque j'étais en Algérie, j'ai été frappée par le sens de l'humour, la question ironique, les lecteurs du Canard enchaîné, par exemple, qui sont très nombreux à Alger et qui continuent, je pense, à l'être. Il y a une espèce de société dissociée qui, quelque part, semble vouloir considérer que le champ politique, qui est aussi un champ sur lequel la question de la rente, par rapport à ce que disait Nicolas Bavray, est un point important. Il y a peut-être une malédiction de la rente parce que l'importance de la rente des hydrocarbures a longtemps empêché l'Algérie, quelque part, de s'intéresser à la question de la production économique, à la question de la diversification entrepreneuriale et à la question démocratique. Donc, cette tentation autarcique que tu nous décris, comment est-ce qu'on peut en sortir? Et est-ce qu'à un moment, cette société algérienne qui fait preuve d'une telle effervescence, elle va faire exploser la cocotte minute? C'est un point essentiel. Je voudrais quand même là-dessus qu'on rappelle qu'il y a eu le printemps arabe et qu'à ce moment-là, étonnamment en France, on s'est peu interrogé, je trouve en tout cas ouvertement, sur est-ce qu'il pouvait y avoir un printemps arabe sans présence de l'Algérie, comme si l'Algérie était une sorte de point aveugle. Et la deuxième question que je voulais poser, c'était par rapport à Emmanuel Macron qui réserve à l'Algérie un déplacement comme président de la République, mais qui fait aussi un déplacement en Algérie pendant sa campagne. Et à ce moment-là, il y a comme un tournant dans la campagne d'Emmanuel Macron, qui avait un petit côté lisse, un peu golden boy. Il nous dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et il y a une sorte d'indignation qui monte en France. Et cette question des deux rives, la France et l'Algérie, comment est-ce qu'on peut l'envisager aujourd'hui? Est-ce que la rive française pèse encore sur la rive algérienne? Et comment est-ce que ceux qui ont un lien avec l'Algérie dans la société française, comment peuvent-ils le vivre? C'est une question essentielle. Akram Belkaïd. Sur la question du printemps arabe et de l'espérance un peu démocratique ou peut-être de la volonté démocratique, et ça va me permettre aussi de répondre à une question précédente à propos de l'islam. Ce qui est intéressant aussi dans l'évolution de la société algérienne, c'est que, au risque de choquer, je considère que le fils a gagné. Le fils a peut-être pas pu prendre le pouvoir, il n'a pas pu faire basculer le régime, mais ses idées se sont largement diffusées dans la société. La société algérienne aujourd'hui est une société profondément traumatisée et qui, quelque part, est en train de faire je ne sais pas s'il faut parler de réislamisation ou s'il faut parler de retour conservateur très puissant. La sociologie même des villes a changé, par exemple. Les déplacements de population, enfin tout ce qui s'est passé pendant les années 90 a eu un impact très fort. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique aussi conservatrice de la société. Et donc, l'affichage plus ou moins assumé de méfiance et de réticence avec des concepts ou des idées qui peuvent paraître venir de l'étranger et notamment d'Occident. Et donc, la démocratie en elle-même est parfois questionnée à tous les niveaux, que ce soit chez les élites ou dans la population. Et donc, on est un peu aussi dans une situation un peu schizophrénique, c'est-à-dire d'un besoin de changement parce que les gens sentent bien que de toutes les façons, il faut que ça change.
Et de l'autre côté, on veut que ça change, mais on voudrait que ça change autrement que ce que pourraient dire certains intellectuels francophones ou des gens qui vivent à l'étranger, etc., et qui peuvent parfois passer pour être des donneurs de leçons. Et donc, on est dans cette situation-là. Et c'était très intéressant de voir ça, par exemple, effectivement, pendant le printemps arabe. La population algérienne a regardé avec beaucoup de sympathie ce qui s'est passé en Tunisie, avec un peu de condescendance, parce que la Tunisie, c'est un petit pays, que ça n'a rien à voir avec la grande Algérie. On était un peu dubitatif sur comment les Tunisiens, on a très vite parlé de théorie du complot. Les Algériens étaient assez favorables à ce qui se passait en Libye, jusqu'au moment où l'OTAN est intervenu. Et là, il y a eu un bouleversement de position, y compris chez les élites, et on le retrouve aujourd'hui encore. C'est-à-dire que on a, par exemple, si je prends ce qui se passe au Proche-Orient, où on explique que c'est un affrontement sunnite-chiite, on oublie que l'Algérie est à 99-98% sunnite, et que la majorité des Algériens aujourd'hui est favorable au régime de Assad, et considère que Assad est la victime dans l'affaire et qu'il est victime d'un complot impérialiste, etc., etc. Donc, tout ça se retrouve aussi dans la manière de concevoir le changement, dans la manière de voir comment les choses pourraient changer. À cela s'ajoute autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, à trop se focaliser sur la question de Bouteflika, on oublie qu'en fait, en réalité, le changement générationnel a eu lieu en Algérie. Quand on descend d'un cran, quand on regarde un peu les régions militaires, quand on regarde les ministères, les directions de ministères, ce qu'on peut aussi appeler l'état profond, ce sont des quinquagénaires aujourd'hui qui sont au pouvoir. Ce sont des gens qui ont fait leurs études dans l'Algérie indépendante. Donc, il y a déjà eu un changement de pouvoir en Algérie. Il n'est pas symbolisé parce que le haut de la pyramide demeure incarné par Bouteflika, mais le système a déjà changé. Et c'est un système, effectivement, qui est aussi rentier que le précédent, qui est des captations de la rente, d'une manière directe ou indirecte, avec l'émergence d'un nouvel acteur que sont ceux qu'on appelle ce sont les nouveaux hommes d'affaires. Donc c'est des gens, une dizaine, une vingtaine qui gravitent autour du pouvoir, qui ont bâti des empires financiers, qui se permettent d'investir à l'étranger et dont le poids politique est en train de grandir. Sur la visite de Macron, c'est vrai qu'en disant que le colonialisme était un crime contre l'humanité, sa popularité a grandi en Algérie. Ça, c'était pas difficile puisque Nicolas Sarkozy était absolument pas apprécié et qu'à François Hollande, les Algériens n'ont absolument pas pardonné ses prises de position, je dirais, tièdes pendant la guerre de Gaza en 2014. Et donc, ça permet aussi comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est important, sur le rapport à la France, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que en Algérie, il est plus ou moins assumé parce que de toutes les façons, on vit et même si on prétend être ouvert au reste du monde, on démontre chaque jour que le lien avec la France est important parce qu'on commente ce qui s'écrit en France, on commente ce qui se dit en France, on réagit à ce que disent les Français. Quand n'importe quel événement qui met en scène un Français d'origine algérienne est très commenté. En France, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une honte quelque part, il y a un problème algérien qui perdure. On sent que, par exemple, dans la classe politique française, il n'est pas bon de dire qu'on a un lien avec l'Algérie. Alors, on a des hommes politiques français qui sont très fiers de leurs origines marocaines, d'autres qui sont très fiers aujourd'hui de leurs origines tunisiennes. Sur l'Algérie, silence radio. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont nés en Algérie, qui ont des liens avec l'Algérie. On passe sous silence les liens humains, c'est-à-dire qu'il y a de véritables norias de va-et-vient entre l'Algérie et la France à tous les niveaux, que ce soit économiquement parlant, culturellement parlant. Il suffit d'aller à Orly et de regarder le nombre de vols quotidiens qui vont vers le Maghreb et notamment vers l'Algérie pour le comprendre. Tout ceci n'est pas formalisé, je dirais, politiquement.
ça coule de source, mais ce n'est pas reconnu, je dirais. On n'a même pas quelque chose. Il y a eu l'année de l'Algérie en 2004. Ça a permis de voir à quel point les relations entre les deux pays étaient importantes, même s'il y a eu beaucoup de polémiques qui ont accompagné cette année. Mais effectivement, ce lien entre les deux pays qui perdure et qui se perpétue de diverses manières, ne serait-ce que par le biais des populations, le nombre de binationaux, de gens qui ont un pied ici et un pied là-bas, tout cela n'est pas du tout assumé par les hommes politiques français, par la classe politique française. On préfère passer ça sous silence parce que, quelque part, ça continue à être gênant. Et je dirais même que le poids de l'histoire et de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie est parfois plus pesant en France qu'en Algérie. Aujourd'hui encore. Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais revenir sur cette question de l'état profond et du changement de génération. C'est très intéressant parce qu'effectivement, de l'extérieur, on n'a pas vu ce changement de génération. Donc, on pense que c'est toujours la génération de la guerre d'indépendance qui est au pouvoir. Mais effectivement, vous avez rappelé qu'il y a eu des changements à la tête des services secrets. Les généraux importants qui tiennent toute la machine ont dû partir. Et forcément, si c'est plus la génération de la guerre d'indépendance, la relation à la France change. Un peu parce que les gens ont été moins impliqués personnellement, mais aussi ils ont moins la légitimité du combat et de l'aura historique qui a accompagné ces anciens combattants. Mais la question que je voudrais vous poser concerne en fait le terrorisme, puisque la France a une longue histoire avec l'Algérie qui remonte aux années 90 sur le terrorisme, avec des situations très confuses, des situations de manipulation des services secrets. Aujourd'hui, dans la nouvelle lutte contre le terrorisme qui vient de Daesh et qui frappe la France, ce qu'il apparaît du côté des services secrets français, c'est qu'une des sources très importantes de lutte contre le terrorisme, c'est les échanges de renseignements avec les services étrangers. Et l'Algérie est certainement un des pays dont les services sont les mieux organisés et les mieux informés sur la question de la radicalisation et du risque terroriste. Mais évidemment, par nature, on ne sait pas bien ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que les Algériens sont fiables comme un partenaire de la France dans ces matières, ou est-ce qu'on risque toujours d'être pris dans des jeux internes de pouvoir extrêmement complexes et que c'est un risque important pour la France d'être, lié à l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Enfin, en d'autres termes, est-ce que l'Algérie est un partenaire fiable ? Akram Belkaïd. À dire vrai, sur ces questions-là, c'est très difficile d'avoir des informations, je dirais, recoupées, vérifiées. Je dirais d'abord une chose, c'est que la collaboration que vous évoquez, elle remonte à même avant les années 90. Parce que dans les années 80, lorsque la France est exposée à un terrorisme en provenance du Moyen-Orient, les Algériens jouent le rôle d'intermédiaire, notamment entre, par exemple, Paris et Téhéran. Et les relations à l'époque développées entre les services secrets algériens et français ont perduré dans les années 90, même si on est en droit de s'interroger sur le rôle des services secrets algériens dans certains attentats, dans certains actes de violence. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument intégré aujourd'hui en France. Dans ce qui se passe aujourd'hui, il est évident que ce soit les services secrets algériens, mais aussi les services secrets marocains qui sont très actifs, parce qu'il y a tout de même une diaspora marocaine assez importante et qui elle aussi est concernée. Les échanges de renseignements fonctionnent à plein régime. Là, on parle beaucoup de coopération euro-maghrébine ou franco-maghrébine. En réalité, là où ça marche le mieux, c'est dans les affaires de police et dans les affaires de lutte de terrorisme. La France a, par contre, un grief majeur à l'encontre de l'Algérie, qui n'est pas tant celui de la non-collaboration, bien au contraire, puisqu'il s'est passé des choses tout de même assez intéressantes. C'est-à-dire que quand la France intervient au Mali, l'Algérie ouvre son espace aérien aux forces armées françaises, ce qui était impensable sous le prisme du dogme du FLN, de la souveraineté nationale. Donc, et aujourd'hui encore, alors
le reproche, c'est que les Algériens, en tout cas l'Algérie, ne veut pas s'impliquer militairement au-delà de ses frontières. Et que ce soit pour le Sahel ou que ce soit pour la Libye, c'est vraiment un motif de discorde entre les deux parties. Les Algériens, c'est un principe. Et d'ailleurs, je dis souvent que c'est peut-être l'un des rares principes de politique du gouvernement algérien qui fait consensus au sein de la population algérienne. C'est l'idée de non-ingérence, alors officielle, bien entendu, à l'étranger, que ce soit en Libye ou que ce soit au Sahel. Or, vu l'ampleur des combats, vu la difficulté de la situation, vu l'ampleur géographique de la zone à contrôler, notamment le Sahel, il est évident que la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb, ou tous ces groupes qui se réclament, qui ont des patentes qui changent, des franchises qui changent au fil des événements, là, on a besoin de l'armée algérienne dans cette région-là. Et pour le moment, alors il y a des voix, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des voix en Algérie qui sont élevées pour dire qu'il faudrait peut-être intervenir, et en tout cas de manière préventive. Mais jusqu'à présent, et ce n'est pas le cas. On reproche aussi aux Algériens une certaine duplicité, une certaine manipulation à l'égard de certains groupes armés, notamment ceux qui évoluent dans le Sahel. Le jeu des services secrets n'est pas toujours admis et n'est pas toujours accepté. C'est une situation assez confuse. Et ce qui ajoute à la confusion, c'est effectivement la sensation que sur le plan politique et diplomatique, l'Algérie a de la peine. Parce que avant tout était centralisé par la présidence, qu'aujourd'hui c'est moins le cas. Et donc on a aussi cette réalité. Ce qui inquiète aussi les partenaires occidentaux de l'Algérie, c'est les difficultés avec lesquelles l'appareil diplomatique algérien aujourd'hui évolue. Nicolas Bavrez. Pour prolonger sur ces questions un peu stratégiques, sur l'équilibre régional, il y a un dossier qui se tend à nouveau, qui est le dossier du Polisario. Et c'est vrai que c'est une des raisons qui explique qu'on n'a jamais réussi à faire le marché commun maghrébin ou de l'Afrique du Nord que tout le monde considère comme être une bonne idée économique. Et je voulais savoir donc comment on peut expliquer ce regain de tension. L'autre aspect, c'est le Sahel. On a parlé du terrorisme, mais il y a aussi les migrants, où en fait l'Algérie fait implicitement partie de cette espèce de ligne que l'Europe subventionne de différentes manières pour aujourd'hui essayer de contrer le flot de gens qui essayent de remonter de l'Afrique noire vers la Méditerranée. Et là aussi, on a l'impression que c'est assez peu transparent. Et je voudrais quand même revenir, parce que vous avez amorcé le débat, sur le rapprochement spectaculaire avec la Turquie, et avec donc ce système finalement de deux démocratures, l'une avec un homme fort et l'autre avec un vide du sommet de l'État, comme vous l'avez rappelé, mais un système qui, lui, compense ce vide et qui est un système polycentrique, très opaque, mais qui tient vaille que vaille. Akram Belkaïd. Ah oui, alors sur la question des migrants, c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à un vrai... L'Algérie fait partie de ces barrières, des barrières actives, répressives d'ailleurs. Beaucoup de polémiques en Algérie sur la manière dont sont traités les migrants subsahariens. Certains sont renvoyés dans des camps du côté de Tamanrasset, sont expulsés vers le Niger ou vers le Mali. Dans le nord, c'est pas mieux parce qu'on a assisté ces derniers temps à des actes de racisme, de violence à l'encontre des réfugiés. Certains d'entre eux sont totalement livrés à eux-mêmes. Je pense notamment à ceux qui vivent dans l'ouest de l'Algérie et qui veulent passer au Maroc pour pouvoir gagner les enclaves espagnoles et ensuite l'Espagne. Et c'est une frontière fermée, comme vous le savez, depuis 1994. Et donc, effectivement, l'Algérie a un problème aussi. Aujourd'hui, un vrai problème, et n'a pas de politique migratoire. Le Maroc s'est distingué notamment en régularisant plusieurs milliers de subsahariens en situation irrégulière. En Algérie, on est confronté à un vrai souci. Et lorsque tout à l'heure je parlais de retour de
séparatisme, ça s'exprime aussi dans la position d'une partie de la population qui n'est absolument pas d'accord pour accueillir ces gens qui essayent de gagner l'Europe, ou en tout cas de leur faciliter la vie, ou de faciliter leurs conditions de vie. Donc on a un vrai souci. On a un vrai souci en Algérie par rapport à ça. Sur les relations avec le Maroc, la tension, elle était inévitable. La tension, elle était inévitable parce que ça fait des années que ces deux pays s'arment de manière, je dirais, inconsidérée. Les dépenses d'armement marocaines et les dépenses d'armement algériennes ont beaucoup augmenté entre 2005 et 2012-2013, voire un peu plus. Course aux armements inquiétante, qu'aucune initiative diplomatique, qu'elle soit européenne ou non européenne, n'a cherché à atténuer. Comme si on laisse faire ce clash, cette possibilité d'affrontement entre ces deux pays. Ça se tend parce qu'il n'y a pas de solution. C'est un des plus vieux. La question du Sahara occidental est l'un des plus vieux conflits au monde de décolonisation. Ça dure depuis 1975. Il n'y a aucune solution en vue. Dans les camps de réfugiés à Tindouf, les gens ne voient pas venir de changement. Eux aussi sont dans la contestation à la fois à l'égard de leur propre situation, mais aussi par rapport à leurs propres dirigeants. Donc ça fait un facteur d'instabilité. Donc on peut avoir certains jeunes Sahraouis qui peuvent succomber aux sirènes autres que celles du Polisario, notamment l'islam radical, l'islam djihadiste. On a une situation, comme vous l'avez dit, très instable en Algérie. Donc il n'y a pas de dialogue avec le voisin marocain. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui est que, et ça on en parle moins, c'est qu'on est tout de même, au Maroc, on a une situation qui est absolument inquiétante. C'est un pays qui aujourd'hui est confronté à une agitation sociale très forte, à de la contestation dans le Rif, à des remises en cause, je dirais, de l'homogénéité de la politique centralisatrice de Rabat. On a aussi, de manière récurrente, un roi qui est contesté, peut-être pas de manière ouverte, mais à qui on reproche ses absences répétées du royaume, etc. Donc on a les ingrédients. Tous les ingrédients sont là pour créer une crise régionale entre les deux pays. Parce que on sait très bien que dans ce genre de situation, un petit appel à l'unité nationale peut faire beaucoup de bien, que ce soit du côté algérien ou que ce soit du côté marocain. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais revenir, Akram Belkaïd, sur ce que nous a dit en fait Akram sur le fait que le fils a gagné la bataille culturelle dans la société. Après, je ne sais pas si ça se traduit dans l'état profond dont on parlait tout à l'heure, mais en tout cas, le fait que le fils ait gagné la bataille culturelle et en même temps qu'on regarde la réalité sur le fait que la société française comprend, comme tu nous le rappelais, de nombreux binationaux, que le lien entre les deux sociétés est fort, nous invite aussi à considérer différemment cette question de comment le fils ou la bataille culturelle sur la question de l'islam existe aussi d'une manière qui n'est pas stricto sensu française ou européenne. Je crois qu'on a quelque chose là qui est rarement dans le débat public français et qui est là comme une sorte de suspicion plutôt que quand on a des origines algériennes, on pourrait devenir un terroriste présumé. Mais il faut s'interroger sur cette question de la bataille culturelle et ça me semble être un point sur lequel on pourrait rebondir. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce serait peut-être bien de revenir sur ce moment des années 88-91 où en Algérie des cahiers de la réforme paraissent. C'est un moment politique en fait, comme tu le rappelais, qui n'a pas été du tout décrypté en France. Tout ce qu'on a retenu, c'est qu'il avait fallu annuler les élections de 91 parce que le fils allait les gagner et que c'était ça le grand danger. Mais en fait, le fils a failli arriver au pouvoir après qu'il y ait eu un moment politique. Et ce serait bien de revenir sur ce moment politique parce que tout est vu en France à l'aune de ce qui s'est passé au moment de la guerre d'indépendance. Mais le moment de la fin des années 80 et qui s'est traduit par en fait la guerre civile algérienne a été aussi d'abord un moment politique. Et je voulais quand même rappeler qu'en 1994, il y a eu une tentative de médiation portée par la communauté Sant'Egidio entre les islamistes et le pouvoir algérien. Je rappelle que le pape François aime la communauté Sant'Egidio, qui est en fait une communauté qui a déjà mené des opérations de médiation politique, notamment au Mozambique. Et aujourd'hui, tu nous dis qu'il n'y a plus de moment politique, c'est-à-dire que quelque part les choses se sont diffusées hors des canaux politiques. Est-ce qu'on peut réimaginer un moment de cristallisation politique ou pas, ou est-ce que c'est une occasion perdue? Akram Belkaïd. Sur la bataille culturelle, je suis frappé effectivement de voir à quel point
des choses qui me paraissaient évidentes en Algérie sont remises en cause. Sont remises en cause par le comportement général. C'est une société qui se transforme, qui adopte de nouvelles modes vestimentaires, qu'on voit de plus en plus inspirées par la Turquie, mais certainement aussi par les pays du Golfe, une religiosité assez prégnante, que le pouvoir a bien capté, puisque l'un des principaux chantiers de l'Algérie, c'est la grande mosquée du président Bouteflika, qui est en cours de construction à Alger. Et ce conservatisme qu'on retrouve y compris chez la jeunesse. Des interviews alors je sais qu'on est souvent focalisé sur la question du voile en France, mais en Algérie, ce n'est plus, ça l'a été, ça n'est plus c'est devenu quelque chose de totalement normal dans de nombreuses familles, et quel que soit le niveau social auquel ces familles appartiennent, ce qui permet paradoxalement de gagner de nouveaux espaces de mixité, parce que le voile est une sorte de sauf-conduit pour être en présence des hommes. Mais effectivement, oui, la bataille culturelle, elle est posée, et d'ailleurs, et ensuite, il y a des capillarités, y compris avec les diasporas à l'étranger, notamment en France. Sur la réforme dans les années 80, c'est vrai que c'est un grand moment, et c'est vrai que c'est un moment qui est très peu connu. Parce que c'est le moment où, pour une raison ou pour une autre, une aile réformatrice du FLN, après les émeutes d'octobre 88, arrive avec un projet de libéralisation, d'ouverture. On décide que le parti unique, c'est fini. On décide que la presse muselée, c'est fini. C'est un moment où on a 70 journaux qui apparaissent, le double de partis politiques. Bref, je dis souvent d'ailleurs, ça va vous intéresser, que il y a... les Algériens créent une banque, décident que leur banque centrale, à ce moment-là, sera indépendante. Elle devient totalement indépendante 4 ans avant la naissance de la Banque centrale européenne, et plusieurs années avant l'émergence des réformes en Europe de l'Est. Donc il y a ce mouvement réformateur dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été remises en cause. Il y a encore peut-être un peu la liberté de la presse, et encore, mais ce fut un grand moment politique. Ce fut un moment où des gens avaient des idées pour l'Algérie. Aujourd'hui, ce qui frappe dans le discours politique algérien, c'est l'absence d'idées. C'est-à-dire que en Tunisie, vaille que vaille, on a des projets politiques qui s'affrontent, on a une volonté de restauration, on a des gens qui aimeraient aller plus loin, on a le Nahva, qui est un parti de centre-droit qui essaye de mener ces réformes, qui est à la fois libéral sur le plan économique et conservateur sur le plan sociétal. En Algérie, on n'a absolument plus de débat là-dessus. Il n'y a plus de débat. C'était un pays où les gens aimaient la chose politique. C'était un pays où on parlait politique, où on se passionnait. D'ailleurs, c'est très simple. Les gens se passionnent, sont plus passionnés pour les débats de l'élection française que sur les débats en Algérie, où le discours consiste à dire je suis le garant de la souveraineté, je suis le garant de la lutte contre la fameuse main de l'étranger. Et quand je parlais de conservatisme tout à l'heure, c'est un retour, c'est aussi quelque chose de très important, une espèce de mix entre les idées du fils religieuses, conservatrices, etc., et ce qui subsiste de la manière de voir du FLN, à savoir la souveraineté, le complot de l'étranger, tout le monde nous en veut, on est cerné par les ennemis. Pendant les années 90, personne ne s'est occupé de nous, on nous a laissés seuls. Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans la société algérienne. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Erdogan, dans son discours, je dirais presque brutal, de tenir tête aux Européens, de tenir tête à Merkel, de tenir tête aux Israéliens, est effectivement extrêmement populaire en Algérie. Ce rapprochement, il est pas nouveau d'ailleurs, parce que économiquement parlant, ça fait très longtemps que les hommes d'affaires turcs, que les produits turcs inondent les marchés algériens, que les Algériens
lassés de ne pouvoir obtenir de visa pour l'Europe et lassés peut-être d'aller en Tunisie, vont en Turquie. Il y a eu quelques années, après la révolution en Tunisie, où il était meilleur marché plus rentable d'aller passer ses vacances pour les Algériens en Turquie qu'en Tunisie. Et donc effectivement, cet axe-là, on le sent bien venir dans leur diplomatie qui reste malgré tout encore active. Le rapprochement avec la Turquie est aussi destiné à faire pièce à des pays avec lesquels l'Algérie n'a jamais eu de bonnes relations, qui sont les monarchies du Golfe, en tout cas l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et effectivement, il y a une recomposition de ce que jadis on appelait le front du refus, contre les accords signés par l'Égypte avec Israël, et il y a une recomposition. Ce qui n'empêche pas tout de même les Algériens d'être assez prudents lorsque Erdogan fait des déclarations assez intempestives sur la colonisation française et lorsqu'en France il y a eu la fameuse loi sur le génocide arménien, la reconnaissance la pénalisation de la négation du génocide arménien. Les Algériens ont demandé à Erdogan de se mêler un peu de ces affaires, parce qu'il n'était pas question de polluer la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Marc-Olivier Padis. Oui, je vais revenir sur la situation régionale de l'Algérie. On en a déjà parlé un peu, mais on a quand même le sentiment d'un relatif effacement depuis les révolutions arabes, que l'Algérie a regardé avec beaucoup de circonspection, mais elle semble moins une voix prépondérante dans la région. Et en même temps, il y a cette double situation que vous avez décrite, c'est-à-dire une attention très vive, bien sûr, à la situation libyenne, puisque c'est juste à côté, mais même à la Syrie, et cette attitude nouvelle et assez coopérative sur l'intervention française au Mali. Donc, comment l'Algérie se situe-t-elle entre ces deux espaces, disons l'espace saharien et puis plus le bloc méditerranéen? Akram Belkaïd. Le grand problème aujourd'hui, on revient toujours à la même situation, c'est-à-dire du vide. De l'absence de dynamique au sommet de l'État. Et donc, la moindre initiative politique, elle est difficile à mener. Au niveau de la Ligue arabe, par exemple, l'Algérie, effectivement, est relativement isolée, a très peu d'alliés, a du mal à se faire entendre. Sur le plan africain, on a vu que les Algériens ont perdu une grosse bataille, qui consistait à empêcher le Maroc de réintégrer l'Union africaine. Vous savez que le Maroc a quitté l'Union africaine ex-OUA à cause de la présence du Sahara occidental, du Polisario. Le Maroc est revenu après une campagne diplomatique assez forte et l'Algérie n'a pas pu faire en sorte d'empêcher le Maroc de revenir. Et aujourd'hui s'engage une bataille dont on parle peu mais qui est déjà là, et ça fait partie des autres des facteurs augmentant la tension entre l'Algérie et le Maroc, c'est qu'on sent bien que les Marocains sont décidés à mettre le Polisario dehors de l'unité africaine. Donc la bataille est en train de s'ouvrir. On a vu que le roi du Maroc avait une grande politique africaine de voyage avec des hommes d'affaires, etc. Les Algériens, qui jadis avaient réussi tout de même à se créer quelques relais sur le continent, ont du mal à exister, et leur position ne tient aujourd'hui que par les relations historiques que l'Algérie a avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont des poids lourds. Pour le reste, c'est assez compliqué entre eux. Sur le plan régional, l'Algérie considère, moi, de ce que je vois et de ce que j'entends, a toujours considéré le Sahel comme étant une zone d'influence, sa zone d'influence. La nouveauté, vous avez raison de le signaler, c'est que ça se fait pour le moment en bonne harmonie avec les Français. L'intervention française n'est pas critiquée, elle n'est pas remise en cause, bien au contraire. Donc il y a eu une évolution, tout comme il y a eu une évolution puisque l'Algérie de Boumedienne n'existe plus. L'Algérie participe à des manœuvres en Méditerranée avec l'OTAN. Chose impensable il y a encore une vingtaine d'années. Donc il y a ce pas de deux qui, à mon sens, est plus à interpréter comme étant une recherche de position définitive, une évolution plus qu'une politique, je dirais, cohérente. Nicolas Bavrez.
On a parlé dans les facteurs de changement de la vitalité de la société. Il y a aussi l'apparition d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires de grande dimension. On pense avec la figure de Issab Rebrab, qui est connu en France parce qu'il a repris la société Brandt. Est-ce que cette classe d'hommes d'affaires pourrait devenir le vecteur d'une forme politique et participer, voire conduire la modernisation du pays? Akram Belkaïd. Alors, ces oligarques, comme on les appelle, tout à l'heure je cherchais le mot, n'ont pu émerger que parce que le pouvoir politique l'a bien voulu. Pour nombre d'entre eux, ce sont des gens qui ont eu les bonnes amitiés au bon moment. Un général, un ministre, le frère du président. Et donc, pour le moment, ce sont des gens, si je pense aux chefs d'entreprise, au forum, au patronat privé, ce sont des gens qui, pour le moment, ont accompagné la multiplication des mandats, ont voté à main levée pour demander un 4e mandat il y a quelques années, à quelques exceptions près. Et donc aujourd'hui, on sent tout de même effectivement qu'il y a des velléités. Parce que même ces patrons qui sont proches du pouvoir trouvent qu'à un moment donné, il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes, il y a trop de limites, il y a trop d'incohérences dans les politiques algériennes, il y a trop de difficultés à investir, notamment à investir à l'étranger ou à investir à... Alors effectivement, on a vu par exemple durant les élections législatives, des gens se présenter sous la bannière du FLN ou du RND, l'autre parti pro-présidentiel, des gens qui étaient clairement proches ou financés par des milieux d'affaires. L'un des grands drames de l'Algérie, et d'ailleurs c'est toujours intéressant de renvoyer ça aux institutions internationales que sont le FMI et la Banque mondiale. C'est qu'on dit toujours, pour que ça change, il faudrait que le secteur privé puisse prendre le relais. Le problème, c'est aussi je dirais, l'étroitesse de ce secteur privé et puis aussi les comportements inconséquents de ce secteur privé. Un des grands problèmes aujourd'hui d'Algérie, vous parliez tout à l'heure en préambule du dinar qui s'effondre. Nous avons en Algérie un marché de la devise parallèle, marché noir, qui est constamment alimenté. On a des banques officieuses à Alger où on peut changer des dinars pour acheter des euros ou des dollars. D'où vient cet argent ? Il vient en partie de la diaspora, mais toutes les enquêtes ont montré qu'il y a deux origines de cet argent. Une partie vient du crime organisé et des liens que les pays du Maghreb entretiennent avec les réseaux criminels et mafieux du sud de l'Europe. Et l'autre partie vient de procédés, je dirais, délictuels de la part d'importateurs ou d'opérateurs économiques algériens qui s'arrangent toujours dans leurs opérations de commerce international, soit à minorer officiellement le prix de leurs exportations, soit à majorer le prix de leurs importations, ce qui leur donne une liquidité supplémentaire en devises étrangères qu'ils recyclent dans le marché local. Et ces comportements-là laissent parfois, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je m'interroge sur quelle idée ces gens-là se font de l'avenir de leur propre pays. On a parfois l'impression que l'Algérie a une partie de ses élites qui ne croient même plus au projet national. Qu'on est dans une fuite en avant et que chacun réfléchit sur la manière de prendre le plus tant que ça dure. Et le grand reproche qui est fait au secteur privé algérien, c'est cela, c'est-à-dire son incapacité à créer des emplois et à favoriser les opérations effectivement de commerce et d'importation plutôt que les opérations productives. Akram Belkaïd, merci. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la Russie sous Poutine, avec Pavel Chinsky, qui est un ancien élève de l'École normale supérieure et le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe depuis maintenant plus de 10 ans. Cette émission, comme les autres émissions thématiques, a été soutenue financièrement et l'existence de notre podcast a été répandue auprès des clients et
des employés de la compagnie d'assurance MMA. Et je remercie Valentin Petit et Alicia Daucher, avec qui cette émission thématique, comme les précédentes, a été préparée, Nicolas Tourneau, qui tient notre site vivant et à jour, Maxime Olivier et Thibaut Delage, qui enregistrent ces émissions, Julien Neuville, qui les produit pour Nouvelles Écoutes, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la reprise du cours ordinaire du Nouvel Esprit Public, le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr. C'est là que vous savez tout si vous avez encore des questions ou si vous vous demandez comment vous pouvez nous soutenir. Merci, à la semaine prochaine.